Korra, quelle légende ce fut! La suite d'une série adulée, des thématiques complexes, que dis-je, des héroïnes que malheureusement beaucoup ont eu du mal à apprécier du fait de leur caractère, enfin surtout pour Korra, de son caractère à elle. Une série qui continue à diviser la fandom, qui continuera à diviser la fandom. Pour certains le problème c'est Korra Sami, pour d'autres le problème c'est l'univers, pour d'autres encore c'est juste parce que c'est différent. Mais ne vous y trompez pas, je ne suis pas là pour à nouveau défendre Korra, cela j'ai déjà fait et je ne ferai que me répéter. Par contre, s'il est une chose qu'on ne peut nier, c'est que la légende de Korra est une série qui aborde bien plus de thématiques politiques que la série originale, et la politique, et bah j'adore ça. Sans rire, c'est un sujet qui me passionne depuis toujours. Bon, j'avoue, vu la gueule de la politique actuelle, c'est pas très bon pour ma santé mentale, mais ça n'en reste pas moins intéressant. Alors voilà la question du jour. On sait que chaque méchant de la légende de Korra est inspiré par un courant politique et incarne à eux seuls les dérives de ce même courant. Ce qu'il va être intéressant à analyser sera bien plus comment ces personnages qui pourtant partaient avec de bonnes intentions ont fait foirer leur message politique, tout en analysant les différents systèmes politiques présents dans la série, et ainsi nous essaierons de mieux comprendre les enjeux de certaines saisons, et par là je parle bien sûr de la saison 3 et de la saison 4. Mais comme le sujet est vaste et demande donc un second avis, je serai aussi accompagné par l'encyclopédie humaine d'Avatar. Salut à tous et merci Quank pour l'invitation. Alors moi c'est Nid et je fais partie du groupe Avatar Roleplaying. Notre but, créer un jeu original sur navigateur où vous pourrez incarner votre personnage dans l'univers d'Avatar. On vient aussi tout juste de créer notre chaîne YouTube qui fera des théories, des analyses et d'autres vidéos en tout genre sur notre franchise préférée, alors n'hésitez pas à y faire un tour. Bon allez, trêve de blabla, Quank, je te laisse reprendre. Alors, si on avait vu précédemment que la saga Avatar prenait ses inspirations dans l'histoire et la culture des différents pays d'Asie de l'Est, Korra est différente. En effet, si l'inspiration est toujours là, on peut noter quelques changements assez importants de thématique. Cette fois-ci, exit les conflits sino-japonais et bonjour les conflits politiques en interne. Ainsi, Korra nous présente de base un système politique qui servira de référence à la jeune fille qui est totalement dépolitisée par ses proches. En effet, si Korra passe toute son enfance dans le camp d'entraînement, cela implique qu'elle n'a pas non plus été mise en contact avec un système ou un autre. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est recherchée par le Lotus Rouge. Étant encore une page vierge politique, elle peut être influencée par n'importe qui sur le plan idéologique. C'est d'ailleurs le plan de Zahir. Yep, c'était bien son plan, après faut dire que Zahir change de plan comme de chemise. Alors bon, c'était pas vraiment son plan, mais plutôt celui d'Unalaq lorsque ce dernier faisait encore partie du Lotus Rouge. Ouais, pour ceux qui l'avaient oublié, Unalaq faisait bien partie du Lotus Rouge, c'est d'ailleurs là-bas qu'il a tout appris sur les esprits. Alors le plan A c'était quoi? Étape 1, enlever Korra. Étape 2, l'élever pour en faire un membre du Lotus Rouge. Étape 3, ouvrir les portails et libérer Vaatu. Et enfin, étape 4, anéantir les puissants de ce monde grâce à l'Avatar. Bon, ils ont été stoppés à l'étape 1, et Unalaq les a trahis et a mijoté dans son coin pour devenir le Dark Avatar en secret. On peut dire que le plan A a bien foiré quand même. Mais quand la jeune fille arrive à Republic City, eh bien en fait elle n'est plus vierge. Vierge politiquement je veux dire. Et c'est ça qui va driver toute son évolution politique, vu qu'au départ, elle se tape un bon gros complexe du Messie et a la subtilité d'un mammouth. Let's cut to the chase and settle this thing. If you're man enough to face me. Et il est temps de parler donc de Republic City, une ville qui sera pendant un long moment au centre des intrigues internationales de l'univers d'Avatar. Alors, le système politique de Republic City est de base complètement foireux. Alors je vous préviens tout de suite, pour Republic City, je vais spoiler sans vergogne ni retenue les comics The Promise, The Rift et Imbalance qui est toujours en cours par ailleurs. Alors si vous souhaitez les lire, je vous conseille de directement passer à la partie de Quank ou de revenir après être à jour. Alors comme tout le monde le sait, Republic City est construite sur un ancien cimetière indien. They're coming to get you, Barbara. Non, je déconne. Mais en vrai, c'est tout comme. Non mais sérieusement, il n'aurait pas pu choisir un meilleur endroit, une terre ancestrale, sacrée des nomades de l'air, où repose l'essence de non pas un, mais deux esprits. D'ailleurs, c'est mon hypothèse pour expliquer le... Mais enfin bref, là n'est pas le sujet. A la base, Republic City se trouvait dans les colonies de la Nation du Feu, comme la majorité des provinces de Uxin. Lors du mouvement de restauration harmonique, les troupes de la Nation du Feu ont été retirées, laissant le contrôle de la ville aux leaders d'entreprise comme le père de Toph. Ainsi, la nouvelle Cranfish Town, oui, c'est le nom de la ville au moment d'Imbalance, Cranfish Town, la ville grue, que voulez-vous, on choisit pas tous nos noms,
À partir de là, il faut prendre des pincettes, car le comics Imbalance est toujours en cours. Mais ce qu'on sait, c'est que la ville est une sorte d'oligarchie marchande dirigée par un conseil autoproclamé, ne rendant aucun compte au roi de la Terre comme il devrait le faire, un peu comme tout le monde d'ailleurs. Tandis qu'au début de Teloka, la ville est une sorte de cogestion dirigée par un conseil de représentants des 5 nations. D'ailleurs c'est surprenant car la tribu de l'eau du Sud a un représentant, ce qui est tout de même étrange, mais on expliquera pourquoi ça l'est plus tard. Pour que ça donne au final une ville où un pan entier de la population est mise de côté et même pas représenté dans les cercles du pouvoir. Non mais vous vous rendez compte, c'est comme si la population ouvrière et populaire d'un pays représentait près de 50% de sa population et qu'il n'avait aucun représentant à l'Assemblée. Vous appelleriez ça comment? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et une situation politique à ce point inégalitaire ne peut évidemment mener qu'à une révolte de cette même partie de la population qui s'en prend constamment plein la gueule. Ici, le visage de la contestation ne porte pas un gilet jaune mais un masque rouge et représente clairement un mouvement bien connu de tous. Et de ce que l'on voit clairement, on est sur des inspirations plus générales sur le plan historique. Le niveau technologique et la gueule de la ville font penser à une fin de révolution industrielle, tout comme les divers objets que l'on voit ici et là. Et cette période, dans notre monde de la réalité véritable, marque aussi la naissance des idées communistes avec l'avènement de Marx. D'ailleurs, Amon représente bien cela, venant d'un milieu plus élevé comme Marx qui était d'une famille bourgeoise, tout comme Amon l'est, fils d'un riche ancien criminel. Bien que Marx n'était pas le fils d'un criminel, mais bon bref. Mais bien sûr, c'est là toute la ressemblance avec le personnage, le but des méchants de Korra étant bien de montrer comment un système politique peut dévier. Et le personnage d'Amon va aller bien trop loin dans ses actions. Mais en même temps, c'est pas pour le défendre, mais il faut considérer la situation. On parle d'une ville où les non-maîtres n'ont aucun représentant ni aucune considération de la part des maîtres. Et je parle de manière générale. Bien sûr que les non-maîtres ont certaines hautes figures comme Hiroshi, mais la grande majorité reste cantonnée au niveau bas de la société. Et surtout, c'est là le problème, ils n'ont absolument aucun représentant au conseil. C'est le conseil lui-même qui a créé le problème en les mettant de côté et en prenant l'escalade de la violence avec les contestataires. En fait, Tarlok, c'est Macron, hein. Il écoute pas, il répond par la violence et le mépris sans penser une seule seconde à une action pour calmer la situation. Tiens, puis parlons-en du conseil, un rassemblement d'incapables et de fantômes aussi actifs que le cerveau d'un CRS. Les seuls et uniques membres du conseil ayant le droit à la parole ont été Tarlok et Tenzin, et les deux, ils prennent des décisions très connes. Tout ça pour dire que la situation politique de Republic City est une colossale poudrière ne demandant qu'à exploser. Et Korra va se faire le plaisir d'allumer tout ça. Mais on n'est pas là pour critiquer Korra perso, pour qui vous connaissez toute mon affection. Ce que je veux montrer par ce premier passage sur Republic City et la saison 1, c'est que dans Korra, le contexte politique est partout dans la construction de l'univers. Imaginez si Republic City avait été mieux géré, et bah il n'y aurait pas eu d'histoire. Pareil s'il y avait eu juste un représentant des non-maîtres dans le conseil. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois le mauvais système mis à bas, tout ne devient pas rose pour autant, mais ça on y reviendra un peu plus tard avec la saison 2. Donc la politique de la saison 1 peut se résumer ainsi. Il cherche à démontrer qu'une ville / état qui met d'elle-même une grande partie de ses citoyens de côté et ne leur accorde que peu d'intérêt en leur refusant même la possibilité d'être représentés dans les instances gouvernementales, ne peut que s'attendre de voir débouler une foule en colère prêt à lui péter la gueule. Du côté Amon, bien sûr, je pense qu'il est inutile de préciser que imposer sa vision politique de cette manière n'est peut-être pas la meilleure idée du monde. Son rêve d'égalité, il est un peu extrême et rappelle facilement les pires heures des régimes communistes soviétiques. Forcer tout le monde à la même situation est un peu contre-productif, il vaut mieux faire en sorte que les différentes populations fonctionnent bien entre elles. D'autant qu'égaliser chaque personne une à une me paraît relativement long. Je pense qu'en fait l'idée d'Amon était d'instaurer un état non-maître en faisant flipper les autres nations par son pouvoir. Mais le problème que ça soulève, c'est qu'un tel mouvement ne survit généralement pas à la mort de son leader. C'est ainsi que le mouvement s'effondrera immédiatement après la mort de leur figure principale, à tel point qu'aucune conséquence ne sera vue dans les autres saisons. Et franchement, ça me paraît un peu improbable quand même. Et une des rares erreurs de la série. J'aurais adoré, moi, voir comment le mouvement des allégataristes aurait évolué au fil du temps, une fois leur leader perdu. J'imagine qu'on aurait pu avoir une scission en deux branches distinctes, avec l'une qui se dirige vers une position légale d'un parti politique, et l'autre qui resterait un mouvement violent qui recherche à accomplir ses objectifs par la violence. Vous imaginez les dialogues de dingue que ça aurait pu donner, les thématiques que ça aurait pu soulever, et du coup ça permet de passer à la saison 2. Donc cette fois les principaux systèmes politiques présentés seront le nouveau système politique de Republic City, ainsi que le bordel absolument total qu'est le système politique des tribus de l'eau, ou plutôt de la tribu de l'eau. Tu fais bien de dire la tribu de l'eau, car en fait il n'y en a qu'une. Oui, je sais bien, on dit la tribu de l'eau du nord et celle du sud, et dans les faits c'est vrai, mais il ne s'agit pas de deux états distincts, mais bel et bien d'un seul. A l'origine, la tribu de l'eau du sud était une colonie du nord.
Cependant, tout contact entre les deux fut rendu impossible pendant près d'un siècle à cause de la Marine du Feu. À cause de cette séparation prolongée, les deux tribus évoluèrent différemment. Le sud est composé d'une myriade de villages et de clans qui ont chacun un chef. Là on peut prendre l'exemple d'Akoda ou de Tonrak dans le livre 2. Cependant ce ne sont que des titres locaux. Le sud dans sa globalité est dirigé lorsque cela est rendu nécessaire par un conseil de chefs ou de sages. Suite à la fin de la guerre, le Nord a massivement envoyé des maîtres, des soldats et des ressources pour moderniser et faire prospérer sa tribu sœur, qui est toujours censée être l'un de ses territoires. C'est ce que l'on peut observer dans le comics North and South par ailleurs. Il n'y a donc jamais eu de fusion des tribus durant l'ellipse, car elles n'ont en réalité jamais été séparées. Unala, qui est le chef de la tribu de l'eau du Nord et du Sud, comme illustré dans le livre 2. Et ce n'est qu'à la fin de la guerre civile, notez bien qu'ici on parle de guerre civile, que le Sud obtient pour la toute première fois de son histoire l'indépendance et que Tonrak devint le chef de toute la tribu du Sud. Cette fois, la politique est un peu moins présente, notamment sur la première partie de la saison. Le projet politique d'Unalaq pourrait se rapprocher de la théocratie, mais en fait non. À part son objectif de libérer les esprits qui le fait passer pour un homme spirituel, il faut bien dire que son objectif est bien plus de libérer Vatou et ainsi de réunifier les deux tribus. Et de dominer le monde! Et en vrai, la religion, ou ce qui s'en rapproche le plus dans ce monde, n'est pas au centre de son projet politique, donc non. Mais ce qui est bien plus intéressant, c'est tout ce qui tourne autour, encore une fois, de Republic City et des différentes réactions que provoque une guerre civile. Et là, ça va être intéressant. Republic City a enfin changé de système politique. Ils ont ainsi échangé une oligarchie qu'ils appellent une bonne partie de la population pour un système présidentiel corrompu qui est déjà, et alors que c'est quand même leur premier président, déjà soumis à un culte de l'image où les politiques se préoccupent plus de leur image et de leur réélection que de leur population. Et ça, c'est bien montré dans le comics. C'est clair, Turf War nous montre la première véritable réélection présidentielle de Republic City. Et du monde d'ailleurs. Non mais par contre ça ne choque que moi que les gars inventent sans pression la démocratie à suffrage universel direct et instaurent un régime présidentiel entre midi et 2 sans sourciller. Ce n'est pas comme si nous on avait mis à peu près 9000 ans depuis les premières cités sumériennes pour en arriver là. Mais bon, je m'égare. Ah, l'élection de Republic City. Des élections où il n'y a ni débat ni programme, juste une bataille d'image et de popularité. Republic City en fait c'est comme un lycée géant. Raiko tente par tous les moyens de se présenter comme étant le sauveur de la ville contre Kuvira, tandis que Zuli, candidate sur le tas, peut compter sur le soutien sans faille des deux plus grandes entreprises du pays, et ainsi que l'Avatar, en personne grâce à un coup de manipulation des icônes. Ah, la démocratie. Eh franchement, moi je vois pas de différence fondamentale avec notre système à nous, hein, pour le coup. D'ailleurs, faut noter que Raiko est également sacrément con. I hope you're not planning to take any military action without an order from your commander-in-chief. Of course not, sir. Good. Because if a single vessel leaves this harbor without my say-so, you'll be court-martialed. Là, vous vous dites que c'est le chef des forces armées qui engueule son général en chef. Sauf que non, parce que Hiro, c'est pas Joel Clodo. Je vous rappelle que ce mec, c'est le fils de la Firelord Izumi, que c'est l'héritier du trône d'une des puissances majeures de ce monde. Raiko, t'es en train de te faire un ennemi qui peut écraser ton pays en grosso modo une grosse matinée. Tu crois pas que tu devrais faire un petit peu dans la conciliation ? Mais ce que je veux dire, et comme on le verra plus tard, c'est que l'incapacité crasse de Republic City à maintenir un gouvernement à peu près intelligent va provoquer la majeure partie des événements. Sans rire, c'est juste fou le nombre de choses qui se seraient passées différemment si seulement cette ville avait été gouvernée par autre chose que des abrutis. Mais ça montre également un message sous-jacent de la série assez intéressant. Si une série qui parle de politique c'est déjà rare, encore plus rare est une série qui parle de politique pour y apposer une critique comme ça. Parce que si les spectateurs peuvent parfaitement et simplement comprendre la critique qui est faite du système de pensée des méchants, il est pour lui beaucoup plus inhabituel de voir le système politique des gentils subir lui aussi une critique. Et même des persos comme Suyin, qui paraissent être représentés comme le souffle de modernité dans cet univers, font aussi des choix politiques complètement débiles et dangereux. Mais nos politiques avataresques ne sont pas que des cons, et les réactions de Raiko face à la propagande de Varric sont très intéressantes. C'est cool de voir enfin un perso ne pas plonger dans le piège facile de l'attentat ou de la propagande. On peut même y voir des références à notre monde, encore une fois. Bah oui, le coup de l'attentat monté contre un état pour le faire partir en guerre contre un autre état, c'est totalement la théorie du complot qui entoure le 11 septembre. A noter que Korra, qui elle est encore en plein apprentissage politique, tombe elle droit dans ce piège. Et enfin, on arrive aux 2 saisons les plus palpitantes du point de vue politique.
Alors, Zahir et Kuvira en voilà des personnages purement politiques. Et avant de commencer, un petit point histoire sur le Lotus Rouge. Le Lotus Rouge est une organisation secrète s'étant séparée du Lotus Blanc au moment où ce dernier, sous l'impulsion du grand Lotus Hero, est sorti de l'ombre pour prendre part à la guerre et se mettre littéralement au service de l'Avatar. Celui qui a fondé le Lotus Rouge et donc opéré le chiisme avec Lotus Blanc est Xiaibao. On n'a pratiquement aucune information sur lui ou son organisation en elle-même. Tout ce que l'on sait, c'est que le Lotus Rouge se targue de poursuivre le but originel du Lotus Blanc et qu'ils sont fortement inspirés des philosophies et savoirs spirituels des nomades de l'air. En effet, c'est le Lotus Rouge qui enseigne à Unalaq et Zahir tout ce qu'ils savent sur les esprits. En parlant de Zahir, on a également très peu de détails sur sa vie passée. On sait juste qu'il a rejoint l'organisation dès son adolescence et qu'il connaissait déjà ou a rencontré à ce moment-là Ghazan, Pli et Mingwa. Alors, Zahir est un anarchiste. Mais comme tous les anarchistes, Zahir a un colossal problème. En fait non, il en a deux. Le premier, c'est comme Amon le syndrome de la figure tellement forte qu'elle en devient trop forte. Bien que ses compagnons soient plus développés que ceux d'Amon, mais surtout le méga problème c'est que Zahir est tellement persuadé qu'il a raison que pour lui c'est tout à fait naturel que l'intégralité de la population ait les mêmes idées que lui. Sauf que carrément pas en fait. Zahir pense que l'ordre naturel c'est le chaos, que l'état ne doit pas exister, que chaque personne doit pouvoir subvenir à ses besoins par lui-même. Le seul problème c'est qu'il fait une erreur politique majeure. Certes, il traque et combat les grands leaders du monde, mais il ne prend pas en compte qu'il y aura toujours quelqu'un, une figure forte, bonne ou mauvaise, qui parviendra à rassembler autour de lui un grand groupe de personnes. Pourquoi? Parce que l'humain n'est pas fait pour vivre seul, et du moment qu'il vit en communauté, il doit établir des règles pour vivre au sein de cette communauté. Règles qui seront établies par une ou un groupe de personnes et qui formeront les premières ébauches d'un état. Cet état peut être bon ou mauvais, là n'est pas la question. La question c'est que la majeure erreur politique de Zahir va provoquer la montée de Kuvira. Before, you were always talking about chaos and freedom. Then you took out the Earth Queen and created the worst dictator the Earth Kingdom has ever seen. Thanks for that. Pourtant, Zahir ne se remet pas en cause du tout. Zahir en fait est un peu comme Korra, il a un putain de syndrome du Messie, ce qui fait de lui au passage un homme profondément politique. Il se prend pour un sauveur, il s'attend à ce qu'on le suive et qu'on ne remette pas en question ses actes. Il libère une ville entière remplie à ras-bord de dissensions politiques, sociales et économiques et il s'attend à ce que tout se passe bien. D'ailleurs, je regrette profondément que le cas de Ba Sing Se n'ait pas été abordé dans la saison 4. Et du coup, on en arrive au cas Kuvira. Alors, Kuvira est certainement un des persos les plus intéressants de ce point de vue. Déjà par sa création en tant que telle, puisqu'elle a été créée par Zahir, qui a échangé un tyran contre un autre en montrant l'échec total de sa vision politique. Mais Kuvira est en fait très intéressante politiquement vis-à-vis des personnages qui gravitent autour d'elle. Et la première, c'est bien sûr la pire femme politique de toute cette série. Et je parle bien évidemment de Suyin Beifong. Ah, elle la kiffe sa belle ville Suyin. Elle kiffe avoir son domaine perso comme ça, sachant que le système de gouvernement du Royaume de la Terre est également assez spécial. Alors là on rentre dans le plus grand flou existant dans tout Avatar en termes de gouvernement. Le Royaume de la Terre est une fédération, certes, et le roi de Ba Sing Se en est à la tête et règne sans égal sur tout le continent. Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut dire avec certitude, car bah le reste c'est un peu n'importe quoi. Le territoire est en réalité trop vaste pour que Ba Sing Se contrôle quoi que ce soit, surtout avec des rois et reines qui ne sortent pratiquement jamais du cercle intérieur. Il y a donc de nombreux états, cités-états, royaumes, clans et j'en passe. Et la plupart, pratiquement tous en fait, semblent ne rendre aucun compte au pouvoir de Ba Sing Se. Un beau bordel. En fait, c'est ouf, mais le système politique le plus stable, c'est la Nation du Feu. Un putain de système royaliste en plus. Tiens d'ailleurs, ça serait cool un petit comics en mode révolution sur la Nation du Feu. Mais du coup, cette chère Suyin, qui préfère donc voir son pays cramer plutôt que bouger son cul, qui au nom de son confort personnel, laisse son pays dans l'anarchie. Du coup, forcément, Kuvira pète et a raison un câble et décide d'arrêter les conneries 2 secondes. Bah oui, j'imagine qu'à ce moment-là, à Ba Sing Se, les morts, ils doivent commencer à s'accumuler un petit peu en fait, et qu'il est peut-être temps d'agir. Par contre, mais d'où un état étranger donne un mandat à quelqu'un pour aller mener des actions militaires au sein du pays? Putain, en fait, Republic City, c'est vraiment les US, ils s'en branlent de ce que veulent les populations locales et choisissent pour eux. Kuvira aurait parfaitement pu être un personnage d'une figure montante du royaume qui décide d'elle-même de résoudre les problèmes de son pays. Même niveau financement, on sait d'où elle pourrait les avoir. Kuvira and Batar left that day with Varric, my security force, and a few of Zalfu's wealthiest citizens. Mais encore une fois, Republic City prend une décision très conne et pense qu'une figure forte politiquement va se retirer comme ça, alors qu'elle a avec elle l'armée, l'argent, le soutien populaire et un territoire vaste et uni. Alors tout basé sur un... She gave me her word that she'd step down. C'est quand même un petit peu con.
Putain, on dirait la Société des Nations en 36. Hitler aussi, hein, il avait dit qu'il attaquerait pas la Pologne. Hein. Mais au-delà des méchants, parlons aussi des gentils, car s'il y a bien un perso qui a tout compris à la politique dans cette série, c'est sans aucune contestation Varric. Ce mec, c'est Balkany en plus sympa. Sans rire, mais faut voir à quel point le perso est au fait de la politique et sait parfaitement en jouer toujours à son avantage. Que ce soit pour se faire du fric ou encore et surtout pour gérer une campagne politique comme il le fera dans les comics où on voit une super gestion de l'image de sa femme. Bon après il est pas net non plus parce que je rappelle que le mec est un marchand d'armes quand même. Et si t'as vu Lord of War, t'as du mal à prendre cette profession pour autre chose qu'une horreur sans nom. Et maintenant j'aimerais pour finir faire un petit focus sur le personnage de Korra pour observer son évolution politique. Car si la série suit une héroïne qui va devoir par ses échecs se remettre en cause pour évoluer et devenir un meilleur avatar, elle suit également l'évolution politique de ce même personnage. Dans le sens que comme on l'a vu au début de la série, Korra, en plus d'un complexe du Messie et de tous ses autres défauts qui ont fait que beaucoup de personnes ont rejeté ce nouvel avatar, alors que justement c'est tout le principe du personnage que d'être bâti comme ça, c'est également dans ce monde un personnage public qui n'a aucune éducation politique et qui tombe de ce fait dans tous les pièges qui lui sont tendus sur la scène publique. Genre se faire avoir par la ruse de Tarlok qui va la pousser à faire ce qu'il veut par la pression populaire via un usage de la presse. Au cours de la série, le personnage va donc évoluer sur le plan de son comportement. Alors c'est pas l'évolution principale du perso, hein, donc c'est normal que ce soit pas non plus mis en avant, mais toute la saison 2 par exemple la montre prendre des initiatives politiques au point d'en devenir dans la saison 3 contaminée elle aussi en début de série par ce monde. You don't have my poll numbers. 8% approval? Who are they asking? Et à la fin, elle prend enfin une place de femme politique en appuyant Wu dans ses idées politiques. Bon, ce qui me fait chier, c'est que dans Turf War, on oublie totalement le côté politique de Korra pour se concentrer sur son histoire avec Asami. Mais bon, j'espère que Ruin of the Empire, qui traite de la transition du royaume de la Terre en démocratie, replacera ce côté du personnage. Même si le retournement de fin du premier numéro me fait bien chier. Bon, tout ça pour vous dire. The Legend of Korra est à l'inverse du Dernier Maître de l'Air, une série qui place la politique, ses arcanes et ses intrigues comme une part très importante de son univers. Par cette vidéo, je voulais mettre en avant plusieurs choses. La première, c'est que les méchants incarnent tous des mouvements politiques qui ont dégénéré. Le communisme, la théocratie, même si c'est pas vraiment ça, l'anarchisme et enfin le fascisme avec Kuvira. Ok, ça paraissait évident, mais aussi que incorporer un monde politique crédible dans un univers comme celui-ci ne fait que le rendre plus tangible et également qu'aucun système n'est placé comme supérieur. On aurait cru que Republic City serait présenté comme un idéal politique dans cet univers, et donc pour le public, sauf que comme on l'a vu, Republic City est très loin d'être parfaite sur le plan politique. Et enfin, le plus important pour moi, c'est que la série reste une série jeunesse, donc que son public visé est de base jeune, et que l'on propose à ce même public jeune une œuvre qui, sans les prendre pour des cons ou des naïfs, va, en plus de toutes les autres thématiques présentes dans la saga, leur proposer un début d'éducation politique. Et à mon humble avis perso, il me semble que c'est un sujet hautement important dans le monde d'aujourd'hui. Donc voilà encore une autre raison d'aimer cette série, et encore une preuve que cette série est l'une des meilleures séries animées de tous les temps. Quant à moi, je remercie Neil pour sa participation, je vous enjoins à vous abonner à sa chaîne et à celle-ci aussi au passage, à faire un tour sur le Discord ou le Tipeee si l'envie vous en prend. Quant à moi, je vous dis à bientôt, et salut! Moscou nous a trahis, et Londres abandonné, et le reste du monde le dos nous a tourné. Allez frères d'armes, combattons sans drapeau, devenus clandestins restent nos idéaux. Allez back back, si la nuit est tombée, sur une Europe changeante où l'Espagne croulé, il reste encore l'espoir que tout n'est pas perdu contre la dictature.